Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Virginie Paquin. Bonjour Alexandra. Je suis ravie que vous puissiez nous accueillir ce matin dans vos locaux, ici au CIDER, donc c'est le syndicat d'énergie du Rhône, c'est ça? Oui, donc vous êtes la directrice générale des services. Oui. Vous allez un peu nous expliquer tout ça. Moi, je voulais vous inviter parce que d'abord, on se connaît depuis quelques années et je vous ai vu évoluer dans votre parcours professionnel. Et c'est vrai que vous avez une expérience qui est peu commune pour les Lyonnes qui nous écoutent. Vous avez été directrice générale de plusieurs collectivités locales. La ville de Caluire, le Conseil général du Rhône, par exemple. Et donc, vous avez une vraie expérience dans le côté secteur public, administration, collectivité. Et je voulais qu'un peu on puisse en discuter ce matin. Mais voilà, première question. Virginie, est-ce que vous êtes une femme engagée? Oui, je suis une femme engagée, impliquée. Ouais. Après, j'ai pas du tout d'engagement associatif, politique, mais j'ai un engagement professionnel et puis j'essaye de faire avancer certaines causes qui me tiennent à cœur et notamment la parité. Et ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée concrètement? Ça se traduit comment? Ça a une incidence dans votre quotidien, dans votre façon de faire au travail? C'est quoi l'engagement exactement? Carrément, c'est aussi mettre en adéquation ses valeurs avec sa manière de faire, son comportement professionnel, ses réactions, etc. Il faut être égal à soi-même. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait d'hiatus entre ce qu'on prône ou ce qu'on préconise et ce qu'on est. Et alors la parité, vous me dites que c'est un de vos combats, c'est un sujet important. Ça veut dire que dans votre secteur d'activité, c'est quelque chose qui pose problème aujourd'hui? Ça pose pas de problème. Dans le secteur public, il y a la parité avance, mais elle a plus rapidement avancé en politique, notamment avec les différentes lois, les binômes, les listes à parité, etc. Sur l'administration locale, par contre, c'est bien plus compliqué en fait. La parité a avancé énormément dans les recrutements, mais très peu sur les emplois supérieurs de direction. En fait, le plafond de verre au niveau de l'administration publique, on l'a vraiment. Il y a que 10% de femmes DGS de grosses collectivités en France. Vous l'avez senti, vous, dans votre carrière? C'est quelque chose qui est, je sais pas, vous avez eu des freins? Le fait d'être une femme, ça a été compliqué? Vous avez eu ce sentiment-là? Non, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Mais après, je sais que pour d'autres, ça a peut-être été un frein, mais moi, personnellement, non. Et vous y faites attention dans vos recrutements, dans vos politiques RH? C'est des éléments dont vous avez pris la mesure et il y a des correctifs que vous essayez d'employer? Dans tous les recrutements, en fait, je veille. J'ai l'habitude de dire, notamment pour les équipes de direction, que en fait, on est un peu comme un entraîneur de foot. En fait, il faut composer la meilleure équipe et du coup, en fait, il faut des hommes, des femmes, des bleus, des verts, des blancs, des jaunes, des anciens, des modernes, etc. Donc, je veille à ce qu'il y ait une représentation genrée, mais plus globalement à la mixité des profils. Des gens qui sont issus du sérail public, des gens qui viennent du privé, des gens qui viennent... C'est ça qui fait la force et la richesse des équipes. Et vous pensez que les femmes, elles manquent de quelque chose pour réussir aujourd'hui? Parce que pourquoi elles sont moins présentes? Vous me dites qu'il n'y a que 10% de femmes directrices générales des services dans les collectivités locales en France. Est-ce qu'il y a une raison à cela? En fait, c'est ce que j'appelle moi le phénomène tête de gondole. Ouais. C'est-à-dire que sur tout ce qui est emploi supérieur de direction, donc vraiment les postes de DGS, de DGA, en fait, plus ça va, et en école, il y a l'INET, l'Institut national des études territoriales, qui est la grande école des fonctionnaires territoriaux. En fait, vous avez de plus en plus de femmes. Et vous avez de plus en plus de femmes sur les emplois de DGA. Mais dès qu'il s'agit de postes de DGS, et ben là, vous voyez que les statistiques tombent et qu'il y a peu de femmes. Moi, à l'époque, quand j'étais DGS du département du Rhône, on était 8 femmes sur 102 départements. Ah oui, dont la métropole de Lyon, mais 102, et on était 8 femmes. DGS de région, à ma connaissance, si j'ai bien suivi l'actualité, vous avez 2 femmes DGS de région en France. Ouais. Donc, c'est quand même... Alors après, plus vous descendez, entre guillemets... sur des villes moyennes, des grandes collectivités, etc., le nombre de femmes est plus important, mais quand même, proportionnellement, vous avez bien moins de femmes sur des emplois supérieurs de direction. Et alors, qu'est-ce qui leur manque aux femmes? Je pense que c'est plus... c'est une question de temps, en fait. Je pense pas qu'il manque rien aux femmes, et il manque rien aux hommes non plus. C'est une question de temps, d'évolution aussi dans les profils recherchés.
Par exemple, avant, dans les très grosses collectivités, souvent, les élus recherchaient des personnes issues de la préfectorale, parce que la préfectorale, c'est quand même une certaine aura, c'est un certain carnet d'adresses, c'est tout ça. Là, maintenant, à la tête de grosses collectivités ou de grandes collectivités, vous cherchez des managers, des gens qui sont capables de mettre les mains dans le cambouis, qui réforment, qui réorganisent. Enfin, moi, c'est vrai que depuis 2008, je vais réorganiser quasiment toutes les collectivités à la demande des élus dans lesquelles je suis passée. Et c'est vrai que c'est peut-être plus forcément ce type de profil qui convient. Donc, je pense que c'est qu'une question d'adéquation entre les aspirations des élus, à savoir qui est à la tête de leur administration par rapport à leurs objectifs. Et alors, comment on arrive dans une carrière de directrice générale des services comme la vôtre? Ça m'interpelle. Comment ça s'est passé pour vous, votre déroulé de carrière? Et surtout, je sais pas, moi, déjà, commençons par là. Quand vous étiez petite, vous rêviez de faire quoi? Plus grande directrice générale des services? Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Vous aspiriez à quoi petite? Petite, blague à part, mais c'est vrai, quelle question surprenante. Non, en fait, je n'avais pas forcément de déroulé de carrière. Je n'avais pas forcément, comme bon nombre, je voulais faire un métier qui était complètement... voilà, mais en fait... Alors, c'était quoi votre métier? Je veux savoir le métier de vos rêves. Non, c'était voyager. Et du coup, voilà, mais c'était voyageuse. Non, mais blague à part, en fait, le déclic pour moi, il est vraiment arrivé en deuxième année de Sciences Po. Cours de droit administratif, cours sur la décentralisation, les libertés locales. Et là, je me suis dit, mais en fait, je veux travailler dans les libertés, dans les collectivités locales, quoi. Ça a vraiment été... C'est un univers que vous connaissiez ou pas du tout? Pas du tout. Et en fait, c'est seulement l'année d'après ou la suivante que mon père a été élu maire d'une petite commune. Et donc, ça m'a vraiment confortée dans mon idée de travailler pour les territoires, pour le développement local et pour les collectivités. Ça a vraiment été le déclic, deuxième année de Sciences Po. Donc, c'est le contenu des cours, c'est c'est l'autonomie, les libertés locales, le projet de territoire, le développement local, travailler avec des gens en proximité, le souci de l'usager. En fait, ce qui me tient beaucoup, c'est en fait le service public, l'intérêt général. Oui, c'est ça, ça revient. Ouais. Et alors, concrètement, donc, vous, pendant votre parcours universitaire, vous avez ce déclic. Et comment ça se traduit? Vous commencez comment? Vous commencez par quoi? Je commence par faire des stages les étés pour en fait parfaire ma connaissance des collectivités. Donc, j'ai été dans un district, j'ai été à la région Rhône-Alpes à l'époque pour voir un peu le monde des collectivités locales. Et au sorti de Sciences Po, j'ai fait un an de pré-pénat à Paris et en fait, j'ai commencé à me chercher des jobs et j'ai été prise en contractuel dans la Nièvre. J'ai commencé, j'ai dû avoir un entretien le 12 janvier, j'ai attaqué le 15 janvier. Je ne savais pas où c'était, j'avais fait un entretien et j'y suis allée. Et après, comment ça marche? En fait, c'est des opportunités, des rencontres, on change de collectivité. C'est quoi le cycle? Il y a des cycles peut-être, je sais pas, on reste 3 ans dans une collectivité, le temps d'en faire le tour et d'apporter quelque chose, on reste plus longtemps. Comment ça se passe? Je pense que ça tient à tout un chacun, mais globalement, en fait, très souvent dans les collectivités, on vous dit que pour progresser, en fait, il faut partir pour plus grand. Donc moi, j'ai attaqué dans une commune de 3500 habitants et une communauté de communes de 42 000 habitants. J'ai eu une super chance pour un premier job. Et en fait, après, du coup, je savais que si je voulais évoluer, il faut déjà trouver son job, trouver sa région, où est-ce qu'on veut. Et puis après, une fois que ça match, du coup, en fait, vous avez une progression de carrière qui est, vous passez d'une commune de 3500 peut-être à strate suivante, 5000, 10 000. D'ailleurs, quand vous discutez avec des gens qui travaillent en collectivité, généralement, ils se présentent, ils vous disent Virginie Paquin, directrice générale des services d'un syndicat qui regroupe près de 400 000 habitants. En fait, on se présente avec le nombre d'habitants. D'accord. Et ça, j'allais vous dire, Alexandra, ça fait 25 ans que je travaille en collectivité. Et en fait, il y a 2 ans, je me suis rendu compte que mon épanouissement professionnel ou mon évolution professionnelle passait pas forcément par une évolution forcément à être dans les plus grosses collectivités. Après, puis surtout au bout d'un moment, la logique, elle s'arrête. J'étais dans le Gard, donc c'était 700 000 habitants et c'était 3800 agents. Mais après, l'étape suivante, c'est de se dire un département plus gros ou une région. Et c'est pas forcément ce qui m'a animée quand j'ai voulu bouger. En fait, c'est plus de se dire,
qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est manager des équipes? Est-ce que c'est travailler pour un territoire? Est-ce que c'est la curiosité d'aller sur des champs que forcément je ne maîtrisais peut-être pas forcément? Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai postulé au syndicat d'énergie du Rhône. Oui, parce que la particularité de ces métiers, on l'a peut-être pas dit, mais c'est que, directeur général des services, c'est à la fois manager des équipes, tout le côté ressources, etc., et en même temps conduire des politiques publiques. C'est le fond du job, il est là. Ouais, c'est un métier à l'articulation entre l'humain avec les équipes de direction générale, les cabinets, les élus. Faut surtout pas oublier, à la tête des collectivités, ce sont les élus et c'est eux qui décident. Donc, on est des facilitateurs. Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est un métier, en fait, couteau suisse. Et puis, en même temps, il faut connaître sans maîtriser, en fait, tous les champs des politiques publiques. Donc là, actuellement, je travaille au CIDER, je me mets au photovoltaïque, aux énergies renouvelables, aux réseaux de chaleur, à l'éclairage public. Donc ça veut dire que c'est pas grave si on n'est pas spécialiste du domaine dans lequel on va travailler. On a les compétences pour pouvoir s'acculturer à différents champs de. Oui. Ouais. C'est l'adaptabilité, c'est de se mettre à la portée d'eux, en fait. C'est même le propre de nos métiers, c'est de vulgariser, c'est de rendre accessible. Après, dans les équipes, on a des experts. Et ici au CIDER, comme précédemment dans mes autres collectivités, des spécialistes de personnes âgées, de l'autonomie, etc., dans les départements, ou des spécialistes de la voirie ou des espaces verts dans les communes. Alors, vous venez composer avec tout ça, mais alors l'autre élément très important, vous l'avez rappelé, c'est les élus, justement, qui sont les vrais pilotes des collectivités. Donc, ça veut dire que c'est aussi des rencontres dans une carrière professionnelle. Est-ce que vous, on vous a donné votre chance? Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes qui vous ont donné votre chance? Comment ça s'est passé pour vous? C'est en fait que des hommes, mais parce qu'il y avait plus d'hommes que de femmes au moment où je suis arrivée sur le marché entre guillemets des collectivités locales. Et en fait, tous les recrutements que j'ai eus, lorsque j'ai été recrutée, j'ai travaillé pour l'instant que pour des hommes. Quand j'ai quitté le Gard, la présidence venait de changer et c'était une femme. Mais du coup, vu que je souhaitais revenir sur Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai travaillé peu de temps avec Françoise Laurent-Périgot, mais globalement, je n'ai travaillé que pour des hommes. Alors, des hommes présidents ou maires, mais par contre, pour plein d'élus UES, adjointes, vice-présidentes, etc. Mais ça veut dire que c'est des hommes qui vous ont fait confiance, parce que c'est quand même à chaque fois les présidents qui décident de leur directeur général des services, parce que c'est quand même un binôme très important, le binôme élu directeur général des services. C'est un peu que le parallèle avec le privé. Ah oui, c'est vraiment un binôme, un duo. Il y a une connivence, une complicité. Faut faut que ça matche, quoi. Oui, donc le retour pour vous, il est plutôt positif sur ce côté-là. On vous a laissé faire, on vous a donné votre chance à chaque fois, on vous a fait confiance. Oui. Plus que... Oui. Mais après, j'allais vous dire aussi, Alexandra, pour postuler à certains postes, il faut entre guillemets cocher les cases de l'expérience, du diplôme, d'avoir piloté certains types de projets. Je vois quand j'ai été recrutée au département du Rhône, ce qui intéressait certainement le président Guillotot, c'était le fait que j'avais fait pas mal de réorganisations avant, que le département du Rhône en 2015, il venait d'être coupé avec la métropole et que du coup il fallait réorganiser en territoire, en centrale, etc. Donc quelque part j'avais déjà quelques qualités ou quelques expériences professionnelles qui faisaient que ça intéressait. C'est le profil. Bien sûr. Voilà. Mais comment on fait sa place quand on arrive dans une collectivité, une grosse collectivité comme une commune, je pense à Caluire, mais aussi un département. On arrive à la tête de services où il y a des milliers de personnes. Comment on fait sa place? C'est pas trop difficile d'arriver et de s'imposer dans un milieu? Mais on n'est jamais tout seul, en fait. On est forcément une équipe. Moi, je parle souvent d'équipe de direction, de collectif de direction, parce qu'on est une team, c'est collégial. Donc, du coup, vous avez des relais. Ouais. Et puis, après, il faut savoir aussi s'entourer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a un peu l'impression d'être Aimé Jacquet en 98, en faisant des recrutements et en faisant des profils avec toute leur richesse et leur diversité. Donc non, c'est pas
c'est pas difficile. Après, la recette, j'en ai pas d'autre que le travail et le travail. Oui, voilà. C'est ça qui revient quand même. L'investissement, il est là, il est important. Oui. Ça se fait pas tout seul. Non, mais après, ça passe par là. Enfin, moi, je trouve que ça passe par là. Et alors, vous, si vous deviez donner des conseils aux femmes ou aux hommes d'ailleurs qui nous écoutent, mais qui auraient envie de partir dans une carrière dans la fonction publique territoriale, est-ce qu'il y a un parcours type? Est-ce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut être alerte? Pour moi, être fonctionnaire, c'est pas une fin en soi. En fait, c'est un statut qui accompagne une carrière. Mais en fait, le cœur du sujet, c'est de savoir si on aime le service public, si on veut travailler pour l'intérêt général, si on veut travailler au service d'un territoire, s'il y a ça. Après, vous avez la possibilité soit d'intégrer la fonction publique et de travailler en collectivité, mais vous avez aussi possibilité de travailler pour les territoires dans le monde de l'entreprise, parce que c'est très public-privé. Les entreprises bossent faire des passerelles pour les territoires, des passerelles, et puis même globalement des entreprises qui font de l'aménagement du réseau, etc., contribuent aussi au développement local. Donc en fait, après, j'allais vous dire, si on veut avoir le statut de fonctionnaire, mais pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est simplement un accompagnement, et c'est quelque chose qui vient en corollaire d'une carrière. Mais on se lève pas le matin et on se dit pas je veux devenir fonctionnaire. Oui, voilà. Bien sûr. Pour moi, on veut travailler pour un territoire, on veut travailler pour l'intérêt général. C'est intrinsèquement le service public. Mais ça veut dire que c'est quand même des carrières qui sont accessibles aujourd'hui. On peut encore trouver faire sa place. On peut carrément, parce que c'est même l'un des atouts. On peut critiquer l'accès dans la fonction publique par concours, mais c'est un des gages qui fait que les concours sont ouverts à tout le monde, sous réserve que vous ayez les conditions de diplôme. Mais après, il y a une garantie, une certaine équité, c'est l'accès républicain. Donc, pour moi, oui, effectivement, c'est encore un des moyens d'avoir accès, c'est l'ascenseur social, ouais. Et alors, vous qui avez du coup, qui connaissez bien le champ des politiques publiques, si vous aviez une baguette magique aujourd'hui, pour faire en sorte que les femmes, elles s'impliquent plus dans le débat public ou dans leur carrière, ou qu'elles osent davantage, vous feriez quoi? Vous mettriez quoi en place, vous? Sincèrement, je pense vraiment que tout passe par l'école et par l'éducation. Je pense que on revient à la base. Ouais, la base, c'est ça. Pour moi, c'est le lieu d'apprentissage par excellence, c'est le lieu de sociabilisation par excellence. Et je pense vraiment que à partir du moment où à l'école on crée les conditions du débat public, de la différence, de la place des garçons et des filles dans l'école, pour moi, en fait, tout passe par là. Après, tout découlera. Que ce soit après sur les politiques de formation, d'apprentissage, etc., et puis l'évolution des hommes et des femmes. Je pense que vraiment l'école, c'est le gage. Si cette préservation-là est à l'école, pour moi, après, les choses iront très naturellement. Très bien. Écoutez, Virginie, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ce Café des Lyones. Merci encore, et puis surtout, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyones. Bonne semaine. Merci. Au revoir. Au revoir.